Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. L'Italie est éliminée de la Coupe du Monde, défaite 1-0 contre l'Uruguay, but de Godin de la tête sur corner à la 81e minute. Ça fait 2 fois après l'Afrique du Sud que l'Italie se fait sortir au premier tour. Nous allons en discuter aujourd'hui à 3 avec Gali et Superio. Salut à vous. Salut. Messieurs, je salue votre courage et votre élégance parce que ce n'est jamais facile de se donner rendez-vous après ce genre de match, après ce genre de déconvenu. Nous expliquerons les raisons de cette défaite, mais parlons tout d'abord du match à proprement parler. Superio, qu'en as-tu pensé ? Je pensais qu'on a été solide, mais tantôt je sentais que ça allait venir, qu'ils allaient nous avoir sur un détail. C'était le cas, hein, la faute de Darmian qui entraîne le coup de pied arrêté et le but qui vient. Ça se sentait, on a été solide, on a fait un bon match. Pour une fois, on a été solide en défense, sauf on fait une erreur de marquage. Je crois que c'est Thiago Motta, comme un symbole qui ne marque pas bien Godin, dont on sait qu'il est redoutable sur le jeu aérien, et on paye ça cash. Gali. Ouais. Non, moi sur le match, j'ai pas pensé qu'on était solide. J'ai pensé qu'on était tombé dans le piège de l'Uruguay, mais les 2 pieds en avant. C'est exactement ce que voulait l'Uruguay, c'est-à-dire qu'on avait une possession de balle stérile, on n'était pas dangereux, on paraissait solide, mais au final je pense que c'était un plan de l'Uruguay. Ils ont joué à l'italienne ce soir et tout au tard je savais très bien, même à 11 contre 11, que cette équipe allait nous piéger, et je savais qu'en deuxième mi-temps ils allaient accélérer. En fait ils cherchaient ça quoi. En première mi-temps ils cherchaient le 0-0, voire marquer un but sur un contre, et en fait, il l'avait annoncé avant le match, hein. Tout à fait, on est tombé complètement, on s'est fait bouffer tactiquement, on est tombé dans le piège de l'Uruguay ce soir. Mais c'est pas la première fois que ça se produit. Contre le Paraguay en 2010, c'était la même chose. On se fait systématiquement avoir comme ça, c'est-à-dire que l'Italie joue contre nature, ne pratique plus son jeu, même si ce soir elle a essayé, mais on s'est aperçu qu'elle n'en était pas réellement capable. Et l'Uruguay, en revanche, nous donne une leçon de réalisme à l'italienne. Chapeau à eux, moi je trouve que c'est une magnifique équipe. J'ai adoré le match, moi perso. Très bien, l'Uruguay très bien. Ils ont joué à l'italienne, c'est comme ça qu'on doit peut-être jouer. Maintenant, dans le match en lui-même, ce qui m'a un peu choqué et un peu déçu, mais on le savait déjà, on n'est pas dangereux, quoi. C'est-à-dire que ça résume un petit peu les 2 années qu'on a passées sous l'ère Prandelli. Son premier mandat, 2010-2012, on avait un nouveau style de jeu, etc., position de balle, un peu de percutant, mais au moins on était dangereux, on créait des occasions, etc. Mais contre qui Ouais, mais même à l'Euro, tu vois, à l'Euro 2012, bon, on avait quand même des fois quelques éclairs de génie dans notre jeu de passe, on avait des occasions. Oui, mais avec des Cassano qui avaient 2 ans de moins, des gens qui étaient peut-être un peu plus jeunes. Il y en a qui ont pris un peu de bouteille et qui n'ont pas été remplacés. Sur le match en lui-même, tu peux rien faire avec cette équipe-là. Tu peux rien faire. C'est vrai. Et moi, pour être franc, quand je regardais la première mi-temps, d'ailleurs, j'ai posté un message sur un forum, Calcio Mio. On salue Billy au passage, qui a participé souvent à Casa Milan et qui est le rédacteur en chef de Calcio Mio. Voilà, sincèrement, j'avais même pas envie d'aller plus loin, les gars. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec cette équipe? On n'est pas foutu de créer des occasions. Tu peux pas aller plus loin. Limite, genre, c'est la première fois depuis que je suis supporter italien, ou c'est peut-être arrivé aussi en 2010, où je me dis, bon, ben, si vous voulez, l'élimination, je la prends bien, parce que, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas aller plus loin. Tu peux rien faire avec cette équipe. T'es pas capable de créer des occasions. Tu sais que c'est un match, un enjeu. Il y a rien à faire. Tu sais pas si tu joues la défense, si tu dois jouer à l'attaque. Je crois qu'on n'a pas dû faire une frappe dans le match, quoi. C'est pathétique, quoi. Non, il y a un coup franc de Pirlo à la 12e, c'est tout. Ouais, l'Uruguay mérite amplement sa qualité. Mais c'est vrai. Magnifique équipe qui me rappelle la Grèce 2004, dont j'ai tous les DVD sur mon étagère. J'ai les DVD de tous les matchs de la Grèce 2004. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une véritable opposition tactique avec les défenses qui prenaient l'ascendant sur les attaquants. Donc tout ce que j'aime, j'ai adoré ce match à montrer dans toutes les écoles de football. Pour moi, je me disais 0-0, match idéal, pas de bol, on a pris un 0 sur une faute de marquage qui a bien évoqué Superio. Mais si on regarde, il y a un coup franc de Pirlo à la 12e, sorti par Muslera. Il y a à la 29e une reprise ratée d'Immobilier sur un centre de Deschio bien lancé par Pirlo. Là encore une fois, je me suis dit, si c'est Suarez, c'est au moins cadré. Je me suis rappelé Trezeguet, je me suis rappelé Van Nistelrooy, pour pas citer des Italiens volontairement. Je parle pas des Batistuta, Ronaldo, des meilleurs, hein. Je parle des mecs qu'on a vus dans la dernière décennie qui jouaient encore et qui auraient été capables de cadrer au moins, pas forcément marquer, mais au moins cadrer. Non, ça part au-dessus, c'est Immobilier, on a bien vu qu'il n'avait pas le niveau pour ce genre d'opposition. Mais on va rappeler également que Buffon nous sauve, c'est-à-dire qu'à la 32e il y a un double sauvetage face à Suarez et à Lodeiro. Il y a également à la 66e un énorme arrêt face à Suarez. Je rappelle qu'il y a une faute de Bonucci un peu douteuse sur Cavani dans la surface à la 51e. Je rappelle qu'à la 58e Christian Rodriguez frappe à côté. Donc on a
pas été si serein que ça défensivement. Il y a eu des lacunes. Pourquoi? Parce que l'Italie n'est plus capable de jouer sur ses fondamentaux. Elle a essayé. Je lui ai enségré parce que je pense qu'elle pouvait rien faire d'autre. Et je suis d'accord avec toi, Gali, sur un point. Pas sur l'acceptation de la défaite, parce que j'accepte jamais une défaite, et parce que je peux pas me réjouir de cette défaite, et parce que je voulais quand même que l'Italie aille plus loin en tant que supporter. J'arrive pas à avoir cette attitude défaitiste. Toutefois, ce qui est très juste, c'est qu'avec cette équipe, on n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin. On se serait certainement fait sortir en huitième ou au mieux en quart. Voilà, parce que c'est les responsables, les coupables, c'est qui? C'est même pas les joueurs qui étaient sur le terrain, c'est pas de leur faute s'ils sont pas au niveau. Les deux meilleurs sont les trentenaires, sont que ceux qui ont 35 ans, c'est Buffon et Pirlo, et Verratti qui arrive, mais il est trop seul malheureusement. Les responsables, je le dis depuis maintenant 5 ans que j'anime cette émission, ce sont les dirigeants des clubs italiens, qui ne font plus jouer d'Italiens dans leur club. Comment voulez-vous qu'un sélectionneur, à l'image d'ailleurs du sélectionneur anglais, faut pas leur en vouloir, comment voulez-vous qu'il puisse constituer une équipe compétitive avec les mecs qu'il a à sa disposition, avec le peu de choix dont il dispose? On parlait des latéraux. Je lisais sur un forum également, Calcio Mio pour pas le nommer, Gali, puisque je te faisais l'allusion tout à l'heure. Je lisais Deschilio, je lisais Darmian, c'est pas assez bon, c'est pas offensif. Mais on n'a jamais renouvelé Maldini et Zambrotta. Qui sont les responsables de ça? Prandelli prend les joueurs à disposition. Si les clubs comme la Fiorentina, la Roma, etc. continuent à titulariser des étrangers contre lesquels je n'ai rien, il faut bien le rappeler. Hein. Mais s'ils font ces choix-là, ces choix de politique-là, il ne faut pas s'étonner ensuite que la sélection nationale en pâtisse parce qu'elle est en bout de ligne et qu'on sélectionne donc des mecs qui sont juste moyens. C'est tellement évident. Le problème de base en Italie, c'est ça, c'est pas autre chose. Donc j'arrive même pas à en vouloir à ces joueurs-là qui ont simplement montré leurs limites mais qu'on connaissait avant la compétition, parce qu'on découvre pas les lacunes défensives de l'Italie et on découvre pas non plus les lacunes en termes de finition de nos attaquants. Il suffit de repasser les bandes, on a dit tout ça nous dans l'émission d'avant compétition Superio. Oui, mais je rajouterai aussi un détail, le match nul contre l'Arménie au mois d'octobre fait qu'on n'a pas été tête de série, donc là on peut quand même en vouloir aux joueurs d'avoir bradé ce match qui nous a coûté le statut de tête de série et d'être positionné dans ce groupe. Après certes, les joueurs n'ont pas toutes les responsabilités, mais ils en ont certaines, hein, notamment au niveau du marquage. Qu'est-ce que tu veux que les dirigeants italiens soient responsables du fait qu'un joueur n'est pas capable de marquer Non mais t'es d'accord avec moi, Bonucci n'a pas le niveau pour jouer ce genre de compétition. Je veux dire, la plupart des défenseurs alignés étaient soit trop vieux, soit trop mauvais. Faut dire la réalité, quoi. Je veux dire, t'es comme moi, t'as connu les grandes défenses italiennes, et je veux dire, depuis, je crois, 1970, au moins, on peut peut-être remonter plus loin, mais il n'y a jamais eu une équipe italienne avec une défense faible. C'est la première fois, hein. On peut compter 2010, bien sûr, mais ce sont les mêmes joueurs. Donc je veux dire, il y a des questions à se poser, certes au niveau de la formation, mais aussi au niveau de l'attitude des dirigeants, qui sont responsables de la formation, soit dit en passant, mais également de l'insertion progressive des jeunes dans les clubs. S'ils ne le font pas, le sélectionneur n'a pas de choix. Et ça, Cannavaro l'avait bien décelé et bien déclaré après 2010. Souvenez-vous. Oui, attention, il faut pas. D'accord, là, t'as tout à fait raison dans tout ce que tu dis. Mais cette élimination, je pense qu'il y a aussi un gros problème de gestion du groupe là depuis 2 ans, de la préparation du mondial, parce qu'il y a quand même des trucs pas normaux quand tu t'appelles l'Italie. C'est-à-dire que Prandelli, il avait 2 ans pour préparer ce mondial, les qualifs, etc. Il avait 2 ans pour préparer un groupe, une stratégie, une équipe, ce que vous voulez, comme tous les sélectionneurs, comme peut le faire Didier Deschamps là depuis 2 ans. C'est du travail, c'est de la préparation, c'est créer des automatismes et tout. Et quand aujourd'hui j'ai vu qu'encore une fois on changeait de schéma, quand aujourd'hui tu vois qu'on aligne une attaque qui a, je crois, été testée qu'une fois, il y a récemment là, Immobilier, Balotelli, que je trouve pas du tout complémentaire. Tout ça, ça pèse après sur un mondial. Évidemment, tout ça, Gali. Ça pèse. Gali, je te dis pas qu'il n'y a pas d'autres points noirs. Je vais te laisser continuer, t'inquiète pas. Je souscris à ce que tu dis, que je sois bien clair. Il y a évidemment des points négatifs à mettre en lumière, à fustiger. On est tout à fait d'accord. Mais quand la matière première n'est pas au niveau, reconnais que ça complique la tâche du sélectionneur. C'est sûr, ça complique la tâche. Mais tu sais, en 2012, bon, on est allé en finale de l'Euro. On n'avait pas forcément une meilleure équipe que cette année en termes de qualité. Non, hein. mais Barzagli était plus jeune, Chiellini était plus jeune, Abate n'était pas ce qu'il a montré contre le Costa Rica, Pirlo avait 2 ans de moins, et j'ai rien contre Pirlo qui est encore l'un des meilleurs sur cette compétition, hein. Je dirais certainement pas de mal de Pirlo le malheureux. Sincèrement, ce qui me déçoit le plus dans cette la disqualification, pardon, je vais y arriver. On est tombé dans un groupe compliqué, bon, on est disqualifié, on n'a pas des joueurs de qualité, on sait pourquoi, voilà. La Serie A a perdu de niveau, etc. On n'a pas assez de joueurs italiens qui jouent des Coupes d'Europe. Ok, ça je suis d'accord. Mais c'est un peu la manière qui me déçoit.
on n'a rien montré, quoi. On n'a pas eu de fond de jeu, on n'a pas eu de projet, on avait même pas une attaque, on sait même pas avec qui on jouait. Aujourd'hui, on joue Immobilier, Balotelli, deux joueurs qui sont censés avoir le même poste. On joue Balotelli seul en pointe, on prend pas un mec comme Giuseppe Rossi, Insigne, il a joué 20 minutes dans le mondial. C'est un peu n'importe quoi quand même, cette gestion là qui nous a fait prendre des lits. Un coup 4-5-1, c'est stérile. Un coup, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il a fait des essais une fois la compétition démarrée. En général, c'est plutôt le contraire. On n'attend pas la compétition. Regarde, aujourd'hui, Balotelli, Immobilier associés pour la première fois, comme ça, sur un match au coup près, qualification. Alors, il y a plein de supporters qui étaient contents de voir les deux associés, mais c'est quand même assez curieux de constater qu'on les titularise pour la première fois ensemble lors d'un match si important. Et bien sûr, limite, il fallait il a pris le choix. Il a dit, je vais prendre Cassano. Assume, fais-le jouer ce soir. Cassano Balotelli. Il a joué, hein. Oui, mais titulaire, tu le fais partir, titulaire. Là, très sincèrement, et on va y revenir aussi, mais cette attaque-là, tu pouvais jouer 300 minutes, tu marquais pas un but, Immobilier Balotelli, hein, les deux là. Tu pouvais jouer 300 minutes contre l'Uruguay, tu te cassais les dents. Hein. Les deux, ils ont pas, comme tu l'as dit, Immobilier, il a pas de niveau. Je sais pas pourquoi tout le monde s'est enflammé avec lui. C'est pas parce qu'il a marqué 3 buts contre un club brésilien en match d'entraînement que ça y est. Non, mais c'est le meilleur buteur de la Serie A. J'ai envie de dire quelle Serie A, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, la L1 est d'un niveau supérieur à la Serie A, que je vous dise. Ce qui me choque le plus en plus, c'est quand je vois Immobilier qui est cramé. Le mec, il est cramé. Il joue 70 minutes, il est cramé. Je sais pas si vous avez vu, il est cramé, hein. Il a les chaussettes baissées, il est cramé. Il en peut plus, le mec, hein. Le mec, il a quel âge? Il a 24 ans? 25 ans? Je sais pas quel âge il a. Il a pas joué un match de Coupe d'Europe. Il a dû faire 30 matchs en Serie A. Le mec, il est cramé. Il est pas capable de jouer 70 minutes d'un mondial, même à 40 degrés. Va regarder les Hollandais. Il faisait pas 40 degrés, c'était mieux quand même aujourd'hui. Non, mais va regarder Benzema s'il est cramé. Va regarder Robben s'il est cramé. Va regarder tous ces joueurs-là. Le mec, il joue 70 minutes parce qu'il a couru un petit peu. À son âge, il est cramé comme ça. Il y a un problème. Là, je sais pas si ça vous a pas choqué, moi ça m'a choqué en tout cas. Le Milan Lab a dû faire le voyage. Soupalio, d'autres explications, d'autres réflexions suite à ce qu'on vient de dire et par rapport au match évidemment auquel tu as assisté, j'imagine dépité. Dépité, c'est le bien mot, mais après c'est le reflet de notre Serie A et du niveau de nos clubs en Coupe d'Europe. On n'a pas fait grand chose, on est limité au niveau du rythme. Là, le rythme lent des Uruguayens nous a convenu, mais c'était annoncé, même Muslera l'avait annoncé, on va battre l'Italie en jouant à l'Italie, en étant solide et en mettant des contres. Exactement, c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Ils ont pas caché leur jeu, ils l'ont clairement dit avant. Et encore, à la fin, s'ils avaient mieux géré des situations de contre, il n'y aurait pas eu qu'un 0. Hein. Certainement, et puis merci Buffon. Merci Buffon, et Bonucci, pour une fois, il faut le signaler, a quand même fait un match tout à fait solide et tout à fait bon. Il faut quand même reconnaître quand il est bon. Il a été solide sur ce match-là, mais... Après, il y a beaucoup trop d'expérimentation en cours de compétition. On n'a pas d'identité. Les 2 dernières années, franchement, on a perdu des matchs amicaux. Tout le monde disait oui, l'Italie et les matchs amicaux, mais même les qualifications ont été assez poussives. Bon, d'accord, on a fini premier avec de l'anticipation, mais face à quels adversaires? C'est toujours pareil. La Bulgarie n'est plus ce qu'elle était, la République tchèque non plus. Je veux dire, on s'enflamme sur des qualifs. C'est toujours pareil, ça me rappelle l'équipe de France avant l'Euro 92, la championne des qualifs. Ils avaient fait le grand chelem contre l'Espagne, la Tchécoslovaquie, l'Albanie, mais à l'Euro 92 précisément, ils se font sortir au premier tour. Bon, rappelons-le, ça quand même. C'est le Danemark et la Suède qui passent, hein. La France et l'Angleterre restent sur le carreau. Oui. Ce qu'il dit, il a raison. De toute façon, c'était annoncé parce que moi, je me tue à le dire depuis des semaines. Je suis d'accord, l'Italie c'est pas la championne des matchs amicaux, etc. Mais il y a des signes annonçateurs quand même. Il y a des signes qui trompent pas. Quand t'as une équipe qui gagne pas un match depuis X mois, je t'appelle l'Italie, que t'es pas foutu de gagner des matchs contre le Luxembourg ou contre je ne sais qui, que tu fais 2-2 contre le Nigeria à domicile, que tu perds contre l'Argentine, que tu perds tes matchs en gros, que il y a des signes qui trompent pas. Il y avait pas de matière en fait. On le savait. Je comprends pas pourquoi certains se sont enflammés avec cette équipe-là, cette version 2012-2014, parce que il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que les matchs qu'on n'a pas gagnés, qu'on n'a pas réussi à marquer des buts, qu'on n'a pas été solide défensivement, où on prenait but sur but, je sais pas, au minimum un but par match. Tu t'appelles l'Italie. Et donc, tu arrives au mondial, c'est normal. Ce qui arrive là, c'est normal. On le savait avant. Il n'y avait pas de lueur d'espoir. Il n'y a pas eu un match référence où on a pu dire, putain, l'Italie, elle a produit du jeu, elle était solide, elle a gagné telle équipe en match amical ou quoi que ce soit, ou comme peut l'avoir la France. Je fais le parallèle avec la France, mais la France, elle nous a battu 2-1 à la maison, il y a en 2013 ou en 2012. Ça donne, c'est un signe, ça veut dire que l'équipe, elle est prête mentalement, ça veut dire que l'équipe, elle peut y aller. Elle a battu, je crois, les Pays-Bas, la France. Vous voyez ce que je veux dire?
La preuve aujourd'hui, l'équipe de France, elle a un bon niveau. Elle est prête, elle marque des buts, elle est solide défensivement. Nous, ça fait 1 an, on n'a pas de signe. Il n'y a pas une lueur d'espoir. Ouais, mais c'est sur pareil. Alors je vais donner la parole à Soupalio qui veut réagir, mais l'un des plus gros problèmes de cette équipe, c'est l'absence de certains profils de joueurs. On l'a suffisamment dit. Des vrais buteurs et des vrais milieux défensifs à la Gattuso. Bon, ça, on sait d'où ça vient. On sait d'où vient le problème, on l'a clairement identifié. Donc tant qu'on ne résoudra pas ce problème-là, on aura des graves lacunes qu'on devra systématiquement essayer de pallier avec des systèmes étranges, hein, comme vous l'avez dit, en tentant des choses pendant la compétition, ce qui est aberrant, ce qui ne devrait pas se voir, mais parce qu'à la base, je dis bien à la base, à l'origine, avant même de partir au Brésil, il y a un souci qui n'a pas trouvé de solution, hein, auquel le sélectionneur n'a pas trouvé de solution. Bon, donc il faudra à un moment donné pointer du doigt les vrais coupables. J'espère que la presse fera son boulot à ce sujet. Soupalio. Le match contre l'Angleterre aussi a donné des illusions. Hein. Beaucoup ont été optimistes vis-à-vis de ce match, mais si on y regarde bien, les Anglais pouvaient largement gagner aussi. Hein. Rooney vendange quand même une grosse occasion. Oui, mais on l'a dit ça, nous, on l'a dit. Et ce match-là a fait beaucoup de mal à l'équipe qui s'est peut-être vue trop belle, et aux médias aussi, on entendait parler de tic-tac italien. Oh, ça c'est lamentable, ça. Quand j'ai lu ça. Non mais vas-y, continue. Pardon de t'avoir interrompu, mais ça me révolte ce truc-là, comme si on allait se mettre à jouer à l'espagnol réellement, quoi, tu vois. On l'avait dit ça, nous, après la finale de l'Euro 2012, l'Italie doit jouer à l'italienne. Arrêtons d'essayer d'imiter les autres. On le fera jamais aussi bien qu'eux, et quand on les rencontrera, c'est eux qui nous donneront la leçon. Bon bah on l'a vu avec le 4-0 en finale, ça n'a pas servi de leçon visiblement. Vas-y, Soupalio. Après, la confiance accordée à Prandelli à certains joueurs n'a pas été payée. Je pense à Thiago Motta, qui a quand même beaucoup d'estime de la part du sélectionneur depuis maintenant 3 ans. Mais qu'a-t-il fait en sélection? J'ai eu mémoire d'un but contre la Slovénie, mais c'est vraiment le seul épisode positif. Hein. Croqué dans le match contre Costa Rica. Là aussi, le match contre Costa Rica nous coûte beaucoup de choses. Hein. Ah, ça c'est certain. Après, les paris de Prandelli, les Cerci, d'accord. Bon, Cerci en 13 sélections, qu'a-t-il fait? Toujours pas grand chose, on en revient toujours à son poteau contre l'Espagne et c'est... Oui, tu rappelais déjà ça l'autre jour, mais oui. Lâché, Prandelli, j'ai l'impression quand même qu'il s'est fait lâcher par certains joueurs, et ce soir il s'est fait lâcher, j'ai l'impression, par Balotelli aussi. Il a beaucoup misé sur lui soir à la mi-temps. Il s'est fait lâcher aussi peut-être il a regretté aussi le choix Cassano, on l'a vu contre le Costa Rica, Cerci, Candreva, je pense qu'il a fait de mauvais choix, ou du moins il s'est fait lâcher par certains joueurs. J'ai l'impression, c'est l'impression. Oui, certainement, mais moi, à la fin de la saison, quand on a fait l'émission sur le Milan AC, l'émission bilan, je signale que Balotelli était le premier de mon flop 3. C'est-à-dire qu'on découvre pas, nous, supporters milanais, que Balotelli est mauvais. En tout cas, en deçà des attentes, qu'il est pas prêt, qu'il est pas mûr, qu'il a pas le talent, la régularité et le mental pour jouer à ce niveau-là. Mais même Del Piero, qui était un autre calibre, je veux dire, je compare pas Balotelli et Del Piero, bien entendu, n'était pas capable de briller en compétition internationale. Alors compter sur Balotelli, c'est un petit peu juste quand même. Bon. Et c'est vrai qu'on voit des joueurs comme Insigne, comme Cerci, comme Immobile qui brillent en Serie A, mais on voit comme toujours la différence, le fossé énorme qui sépare notre petit championnat de la reine des compétitions qui est la Coupe du Monde, celle que les gens préfèrent regarder. Il y a encore des records d'audience qui sont battus, et moi ça me fait plaisir parce que c'est le football des nations, j'insiste, et non pas le football des clubs qui fait l'histoire du foot et qui séduit, qui plaît le plus aux gens. Et regarder une Coupe du Monde, même quand l'Italie perd, c'est un bonheur. Mais messieurs, il est l'heure de passer aux individualités, puisqu'on commence à les évoquer là, c'est le moment. Vous allez pouvoir développer tout ce que vous voulez dire, en commençant, Gali, avec Buffon, qui nous a sorti, je le rappelle, 2 parades, double sauvetage à la 32e et encore un énorme arrêt à la 66e face à Suarez. Ça a failli être le soir de Buffon. Il a sorti 2 grandes parades, vraiment énormes. Et quand j'ai vu ça, Buffon, c'est le seul ce soir qui m'a donné cette petite lueur d'espoir. Je me suis dit, on va finir à 0-0. Bon, Buffon, il est là, vous inquiétez pas, tout va bien. Et bon, il faut qu'il y ait ce corner. C'est un corner, je crois, sur le but. Ah ouais. C'est un corner. Bon, sinon Buffon, il a été irréprochable ce soir. Il a sécurisé sa défense, et encore une fois, il nous sort 2 belles parades. 2 parades en première mi-temps là, coup sur coup, et celle contre Suarez en deuxième mi-temps qui est énorme. C'est vraiment dommage pour lui parce que ça aurait pu être son soir. Mais bon, on peut rien lui reprocher à Buffon. C'était sa dernière compétition, je pense. Donc, oui, c'est probable. Buffon et Pirlo, c'est fini. C'est ça qui est triste. C'est pour eux que c'est triste, parce que ce sont les 2 seuls vrais joueurs, les 2 seuls vrais foirés classe de cette équipe. On verra si Verratti en devient un. Et malheureusement, entouré par des bras cassés, ça peut pas fonctionner. Voilà, grand Buffon ce soir, et
Et encore une fois, sur le but, c'est des buts que beaucoup de gardiens dans le monde vont prendre. Voilà, un coup de tête assez rapide. Oh, là, il peut rien faire. C'est le défenseur qui fait pas son boulot. Voilà, tout simplement. Donc, grand Buffon ce soir. Supario. Alors oui, Buffon a fait un match irréprochable en sortant 3 grosses parades, en montrant du charisme, et bref, il a fait du Buffon. Dire que certains, après la Coupe des Confédérations, réclamaient son poste de remplaçant, mais quand même, faut pas exagérer. Après, je ne sais pas s'il va arrêter, je pense plutôt, moi, qu'il avait plutôt tendance à continuer jusqu'à l'Euro 2016. Sirigu appréciera. Oui, mais bon, Sirigu, on l'aime beaucoup, d'accord, mais il a que 2 gros matchs en sélection derrière lui. Hein. Non, mais c'est pas pour polémiquer, je dis ça parce que je pense surtout aux fans de Sirigu parce que tu le rappelles, il y a énormément de militants pour que Buffon prenne sa retraite internationale. Bon, ce soir, il a démontré qu'il était encore présent, mais il a aussi, et je veux vraiment pas le descendre, hein, j'apprécie beaucoup Buffon, c'est pas le but, mais il a aussi fait preuve parfois de fébrilité, y compris avec la sélection en Coupe des Confédérations, ça fait 1 an, bon, et parfois en club également. Donc c'est plus le Buffon qu'on a connu. Il est capable de sortir des gros matchs, on l'a suffisamment rappelé ici. Et ce soir c'était vraiment formidable, hein, donc bravo, tant mieux. Mais la question, on aura l'occasion d'en reparler, hein, je vais pas épiloguer là-dessus, mais la question quand même se posera à mon avis au mois d'août. On passe à la défense. Tiens, Supario, tu peux enchaîner directement avec nos 3 défenseurs. On était en 3-5-2 puis en 3-6-1 suite à l'expulsion de Marchisio dont nous parlerons tout à l'heure. Les 3 défenseurs, je les ai trouvés solides et ils ont fait quand même un grand match. On les critique souvent, mais là, au niveau individuel, ils ont été plutôt bons. Barzagli m'a fait peur par sa lenteur et par un moment où il s'est pris un petit pont qui m'a rappelé le but de Valbuena au mois de novembre 2012, mais il a fait un match solide. Bonucci aussi, sauf qu'il aurait pu concéder un penalty. Chiellini a fait un match de guerrier dans des matchs comme ça où il faut bien marquer l'attaquant, où ça joue sur le physique. Il est bon. Avec Suarez, ils se sont trouvés. Hein. Ouais, ils se sont trouvés. Suarez lui a même laissé un petit souvenir sur le corps. Mais il l'a mordu réellement ? Oui, il a mordu réellement. Je me suis posé la question parce que j'ai lu ça sur l'image, c'est pas forcément facile à voir, reconnaissons. Mais Suarez est de toute façon, on le sait, hein, on sait qu'il est fourbe, mais bon, il obtient souvent des choses positives comme ça pour son équipe. Hein. C'est pas très fort sur le plan de l'éthique, mais on a connu des attaquants italiens comme Vialli, éventuellement de temps en temps Inzaghi ou Ravanelli qui était capable de se faire un croche-patte tout seul au Parc des Princes et d'obtenir un penalty pour l'OM en 97-98. On a connu en Italie des attaquants de ce genre. Qui étaient capables de truquer un peu le match à leur façon. Chacun ensuite en pensera ce qu'il voudra. Donc sur les 3 défenseurs, tu es globalement satisfait? Oui, non, je suis satisfait. Ils ont sorti un gros match. Après là, je viens de voir une déclaration de Prandelli qui parle de vol commis par l'arbitre. Lui qui d'habitude est si réservé et si fair-play. Là, ça résume bien notre impuissance. On reporte ça sur l'arbitre. Certes, l'arbitrage, on pourra peut-être en parler. Il y a quand même 2 ou 3 choses à revoir, mais non, mais on va en parler justement quand on parle de Marchisio notamment. On pourra parler de l'expulsion, même si selon moi, enfin, je vais pas aborder le sujet tout de suite du coup, mais comment dire, mettre ça sur l'arbitrage, c'est gros. Oui, non, c'est ça. Gros, Prandelli, je suis en train de lire qu'il est en train de se plaindre là. Prandelli il dit que c'est du vol, etc. Ouais. Il faut arrêter. Non mais en 2002 je suis d'accord, après l'élimination contre la Corée, Monsieur Moreno, les 5 buts refusés entre le premier tour et le 8e de finale, effectivement, mais vraiment je crois que c'est la seule fois, enfin en tout cas on s'abaissera pas à ça, et il y a des choses à redire, mais il y a tellement de lacunes côté italien que c'est vraiment pas le moment de parler de l'arbitrage. Gali, la défense. Ouais, justement la défense, je crois qu'il y a un penalty Chiellini sur Cavani, non? Il y a le penalty Bonucci sur Cavani à la 51e, moi je pense qu'il y a penalty, oui. Ah ouais, il y a pénalité, donc voilà, ça. Non mais ça se discute, hein, ça se discute. Je veux dire, mais personnellement, si c'est contre mon équipe, si c'est l'Italie qui est victime de cette action, je demande le penalty. Donc je vois pas pourquoi je serais pas équitable et je ne souhaiterais pas la même chose pour l'Uruguay. Si je me souviens bien de l'action, je pense qu'il y avait penalty parce que il empêche de continuer l'action. Il y a le bras sur le déplacement de Cavani qui va vers le but et il le ceinture. Si je me souviens bien. Non mais il faut reconnaître, il faut admettre. Soyons de bonne foi, il y a penalty, c'est comme ça. Bon, très bien. Et alors à part ça, la prestation des 3, ça t'a plu aussi? Les 3, on a pris un but. Donc c'est le tarif habituel. Je le savais qu'on allait prendre un but parce que depuis 2 ans c'est comme ça. On sait qu'on va prendre un but. On commence le match. Oui, et puis toujours de la tête. Voilà, on sait qu'on va prendre un but. Après, les 3, ils ont été agressifs. Ils ont été bien en place. Ils étaient bien en place. La défense à 3 comme ça fonctionne mieux que la défense à 4. Mais on prend quand même un but. Donc pour moi c'est un échec cette défense. Quelquefois ils se sont fait bouffer par la vivacité de l'Uruguay, des Uruguayens. Et
Chiellini, Chiellini, le combat avec Suarez, je pense qu'il a gagné. Même si Buffon nous sort un bel arrêt, parce qu'à un moment donné, pareil, on est bouffé. Mais bon, la défense à 3, c'est un peu lent. Voilà, disons que c'est les trois là, Bonucci, Barzagli, Chiellini, on sent qu'un coup de rein peuvent vite se faire manger. Et ce soir, ça s'est vu de temps en temps. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour l'Uruguay après, attention. Hein. Il y a eu plus d'occasions que nous. On a eu un grand Buffon, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Ils ont bien bloqué quand même les Italiens ce soir. Mais malgré ça, on prend encore un but de la tête. Donc pour moi, c'est un échec. Voilà, la défense a été un échec. Et les latéraux trop jeunes, trop. C'est approximatif, ça propose pas assez. Voilà, c'est pas assez puissant moyen. Aussi physiquement. On attendait. Physiquement, voilà, c'est moyen. Les latéraux, c'est moyen et on a besoin. Je sais que t'es pas trop d'accord sur ça. Non, mais dis donc, j'apprécie que tu développes une opinion qui n'est pas la mienne. Hein. Il y a pas de souci. Quand tu joues maintenant, tu as besoin de latéraux qui proposent, surtout dans cette configuration-là. Si aujourd'hui tu joues en 3-5-2, que tes latéraux, c'est pas de fous là, de mecs qui cavalent, qui proposent, qui harcèlent et de latéraux percutants. Ce schéma, il a pas lieu d'être en fait offensivement. Il a pas lieu d'être parce que le 3-5-2, il repose beaucoup sur ça, sur des latéraux qui vont monter, qui vont gêner et qui vont apporter le surnombre. Et là, ça n'a pas été le cas ce soir et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage parce que si on prend le schéma Juventus, le Suisse, la Lichtsteiner, les mecs, c'est d'un autre niveau. Les mecs, ils sont là tout le temps à monter, à proposer. C'est physique, c'est puissant. Et nous, avec Deschillo et Darmian, on l'a vu ce soir, ça fait un peu débutant. Mais Gali, ça n'empêche pas la Juve de se faire prendre à revers en compétition européenne, parce que défensivement, justement, il y a des lacunes qui viennent aussi de là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que tu gagnes offensivement, tu le perds offensivement. C'est toujours une espèce d'équilibre à trouver. Et quand je critique les latéraux offensifs, je ne critique évidemment pas Paolo Maldini ou Zambrotta, qui étaient capables de monter, mais avec intelligence, parcimonie, et qui ne mettaient jamais en danger leur équipe. C'est ça qu'il faut voir. Contrairement à des Roberto Carlos, des Cafu, des Ciccinho, des mecs, je suis désolé, qui sont des vrais latéraux offensifs et qui sont pour moi des parodies de football, en tout cas, qui peuvent être utile, bien entendu, dans un certain schéma, dans une équipe qui joue avec une culture de jeu très offensive. Là, effectivement, pourquoi pas. Mais je parle pour le football italien, ça peut pas fonctionner. C'est pas notre culture, c'est pas notre mentalité. Donc après, c'est une question de dosage. Ça dépend où tu mets le curseur, tu comprends? Si par latéral offensif, tu entends Roberto Carlos, je dis non. Si tu entends Paolo Maldini, qui était capable de monter de temps en temps, c'est-à-dire que c'était du 70-30, voire du 80-20 en faveur de la défense, là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'entends latéral offensif. Moi, c'est Zambrotta, Grosso, mais Grosso, c'était déjà un peu extrême, hein. Ouais, il nous a porté énormément, Grosso. Bien sûr, mais il avait, rappelons, Gali, c'est toujours pareil, qu'on réussissait à compenser, parce que déjà il y en avait un sur les deux, parce que Zambrotta savait monter, mais c'était moins caricatural que Grosso, et nous avions dans l'entrejeu des gens comme Gattuso, nous avions même des gens comme Perotta qui faisaient un gros travail, et nous avions une défense Nesta Cannavaro. Donc ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une défense centrale faible, et tu n'as pas de milieu récupérateur pur. Donc forcément, si tu mets des latéraux offensif, ta défense, c'est courant d'air, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a matière à travailler ce point-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a ces jeunes, ce potentiel-là, Darmian, Deschilio, Donati, qui joue en Allemagne. Ouais. On a le vivier, là. On possède des joueurs qui sont jeunes, qui ont du potentiel. Maintenant, à nous de les faire travailler. Totalement, voilà. Mais qui n'oublient pas de défendre, surtout. Qui n'oublient pas de défendre. Sous Palio. Voilà. Moi, je les ai trouvés tendres au niveau international. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils auront le temps de se perfectionner. Mais Darmian sur la compétition est quand même une bonne surprise. Hein. Il a quand même sorti une compétition assez solide. Mais la remarque que j'ai envie de faire, c'est si tu veux jouer en 3-5-2, dans ce cas-là, dans ta liste des 23, pourquoi avoir pris deux milieux comme Parolo et Aquilani au détriment d'un arrière-gauche comme Pasquale ou quelqu'un qui pourrait jouer à gauche dans 3-5-2. C'est vrai. Oui, non, mais il y a un problème de logique et de cohérence entre le schéma tactique et les joueurs sélectionnés, bien entendu. Ça, on a commencé à le dire tout à l'heure et c'est très juste. C'est vrai, des paumés. On parlait de Lippi tout à l'heure, on parlait de 2006, mais Lippi de 2004 à 2006 a eu le temps de tester les joueurs, les schémas tactiques, a donné une identité de jeu et savait quoi faire dans l'adversité. Par exemple, contre l'Australie, quand Materazzi est expulsé, il savait qu'il pouvait mettre Barzagli et laisser Iaquinta seul en pointe, car il avait déjà testé avant en compétition officielle, dans les éliminatoires par exemple. Là, on est dans l'improvisation, dans une grande compétition. Les 2 dernières années ont été perdues. Hein. La Coupe des Confédérations, d'accord, on a fini 3e, mais franchement, cette compétition, c'est comme la Coupe Intertoto. Hein. Ça a pas servi à grand chose, à part faire plaisir aux Brésiliens.
juste comme ça, pour bien rappeler aux auditeurs qui suivent pas forcément intensément le football italien, Darmian, où joue-t-il ? Torino. Il joue au Torino, donc on a un grand espoir du football italien qui est titulaire en sélection et qui joue au Torino. Où a-t-il été formé ? Au Milan. Au Milan AC. Comment se fait-il que le Milan AC, qui est censé être un grand club, bon qui ne l'est plus, on le sait, qui reste un grand club historiquement bien entendu, mais en tout cas qui n'a plus une grande équipe, comment se fait-il que le Milan AC ait laissé filer un type comme Darmian au Torino ? Pour la simple et bonne raison que les jeunes sont obligés de partir dans des clubs moins huppés pour avoir une place et pour avoir du temps de jeu. Hein. Très bien, dernière question, qui joue au poste d'arrière gauche au Milan AC ? Ouais, tu veux faire mal, Kevin Constant. Kevin Constant, Emmanuelson. Voilà. Ouais, Oui. non mais c'est pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, c'est par A plus B, quoi. C'est impossible de contredire ça. Quand je fustige les responsabilités et la culpabilité des dirigeants italiens, en voici un bon exemple. Mais il y en a d'autres. Sur la dernière décennie, on fourmille d'exemples comme ça, parce qu'évidemment on nous dit mais on a gagné la Coupe du Monde 2006, oui, mais les joueurs qui étaient sur le terrain en 2006, ils avaient été formés quand ? Avant l'arrêt Bosman, avant la désitalianisation des clubs. Donc évidemment c'était l'arbre qui cachait la forêt, c'était la dernière génération, mais on a bien vu, une fois que tous ces mecs-là, dont certains jouent encore, ont pris leur retraite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait personne derrière, ou quasiment plus personne, et on sait pourquoi. Et nous à Casa Milan, ça fait 5 ans qu'on le dit et qu'on nous rit au nez, on nous dit mais non, vous caricaturez, vous exagérez, vous êtes dans l'incantation, vous êtes dans le catastrophisme. Mais non, regardez, ça fait 2 Coupes du Monde qu'on se fait sortir au premier tour. Ça va devenir quand même difficile à masquer ce problème-là. Donc il va falloir l'attaquer à bras le corps, pardon. Donc c'est aux dirigeants de faire ce qu'il faut, mais c'est à la Fédé aussi de prendre ses responsabilités. Le problème c'est qu'on peut plus fermer les frontières comme en 66. Hein. Ça c'est interdit aujourd'hui. Hein. Mais là, tu touches un point important. La fédération. Ce que tu viens de dire, c'était d'actualité il y a 4 ans, en juillet 2010. Au sortir de la Coupe du Monde 2010, la fédération est vraiment très laxiste en Italie. Le temps qu'elle prenne des mesures. Mais elle n'a pas de pouvoir. Roberto Baggio a démissionné de son poste. Oui. Pourquoi ? On la connaît. Vas-y. Albertini aussi va démissionner parce que ils ont les idées, mais ça reste au statut d'idée. Ça n'est pas adapté en pratique. C'est ça qui est dérangeant. Roberto Baggio, qui est le plus grand joueur italien de tous les temps, pour on va dire 80% des Italiens, ou 90 peut-être, qui s'est plaint dans la presse qu'on ne lui allouait pas les fonds nécessaires pour aller superviser les joueurs. Ce qui est quand même incroyable, alors qu'il était responsable du secteur jeune dans la Fédé italienne. Donc évidemment qu'il a démissionné, il était logique avec lui-même, il était logique avec sa ligne de conduite. Hein, voilà un joueur et un homme de valeur, Roberto Baggio. Eh ben non, la Fédé italienne, je suis totalement d'accord avec toi, n'est pas en phase avec le projet qui pourrait redonner des lettres de noblesse au football italien. Mais de toute façon, la Fédé italienne évolue dans un carcan. Parce que je rappelle qu'en 1966, suite à la défaite au premier tour contre la Corée du Nord, qu'ont décidé les dirigeants italiens ? Ils ont décidé de ne plus autoriser un seul étranger dans les clubs italiens. Évidemment, je ne demande pas ça, hein. Je ne souhaite absolument pas ça. Je ne veux pas qu'on réponde à une extrême par une autre extrême. Mais en tout cas, ça s'est passé en 66. 4 ans plus tard, on était en finale de la Coupe du Monde au Brésil. D'accord ? Je rappelle que c'est le Brésil qui l'a gagné, le Brésil de Pelé. Alors là, c'est pas les fruits de ce qu'on a fait en 66, bien entendu, qui ont été récoltés en 70. Les fruits, c'est quoi ? C'est 78. Une Italie qui brille au mondial en Argentine, qui aurait pu le gagner d'ailleurs, et qui 4 ans plus tard, en 82, remporte ce mondial. Voilà les fruits d'une politique de formation intelligente, d'une politique incitative, de retour à la promotion des jeunes locaux. C'est ça qu'il faudrait faire. Je dis pas forcément fermer les frontières, bien entendu, mais au moins donner envie, rappeler que c'est nécessaire, faire du harcèlement. Je ne sais pas comment, hein, peut-être la presse a un rôle à jouer. Je sais qu'en 2010, ils ont timidement essayé de soulever ce problème, mais qu'ensuite, ça s'est, bien entendu, ça s'est étiolé au fil du temps. Mais il va falloir faire quelque chose, parce qu'en tout cas, là, on ne risque pas de progresser, d'obtenir quoi que ce soit de positif de ces joueurs-là, même en 2016 en France, hein, si tant est qu'on y aille. Gali, quelque chose à ajouter ? On passe au milieu de terrain. Désolé, je digresse, mais c'est tellement important qu'il faut bien rappeler tous ces points-là. Bah non, on va passer au milieu de terrain, mais après c'est clair qu'il faut tout réformer et j'espère, même si je suis un peu naïf quand je dis ça, que cette élimination va permettre d'avancer. Voilà, c'est une défaite, voilà, c'est une grosse désillusion et à nous de nous relever, à nous de tout réformer. J'espère qu'on aura des gens assez intelligents pour comprendre qu'on a besoin de tout réformer, de tout refaire, et de changer. Il faut changer, il faut du changement. Mais ça fait longtemps qu'on doit changer. On aurait dû le faire en 2010 déjà. Mais bien sûr, mais même avant. Mais regarde, si l'Italie attend aussi longtemps que le Milan, c'est une course de fond, hein. Il faut faire comme il faut changer quelque chose de toute façon. Les Allemands l'ont compris.
même s'ils ont rien gagné encore. Attention, les Allemands, on dit les Allemands, mais ils ont pris une claque en 98, une grosse gifle en 2000, et voilà, ils ont changé quelque chose. Et à un moment donné, ils sont pas cons. Ils ont changé leur système de formation, ils ont changé leur mentalité aussi. Alors ça, je suis pas. Voilà. Oui, ils ont changé leur mentalité, mais ça, c'est quelque chose que je désapprouve personnellement. Mais en tout cas, relancer la formation, ça, c'était bien évidemment une excellente initiative. Voilà, ils étaient obligés de changer quelque chose. Et moi, c'est ce que j'attends suite à cette élimination, mais on y reviendra après. Et alors le milieu, alors. Pour le milieu de terrain. Verratti, ce soir, il m'a fait un peu peur. Quelquefois, il a sorti des gestes de grand génie. Mais je sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi, mais en deuxième mi-temps, j'avais envie de lui mettre 2 baffes aux jeunes. Ouais, mais ça a marché, 31 passes réussies sur 31 à la mi-temps. Hein. Et quand il met le râteau à Suarez, là, j'ai eu peur quand même. Hein. Oui, non, mais attends, Gali, ça a payé. Bon match de Verratti, disons-le. D'ailleurs, quand il est sorti, ça s'est vu. Il a fait un très très bon match, Verratti. Et voilà, je pense que voilà, lui, c'est l'avenir. C'est bien, c'est très très bien qu'il a participé à ce mondial. C'est très très bien qu'il a participé à cette défaite ce soir. Ça va lui apporter de l'expérience. Il joue dans un grand club. Il joue l'Europe. C'est un des seuls joueurs qui joue la Ligue des Champions avec Thiago Motta, qui a un avenir, qui reste au PSG parce que le PSG va lui permettre de progresser encore plus. Ouais, mais c'est dramatique. Encore une fois, Gali, oui, c'est dramatique. Les dirigeants italiens, encore une fois, 0 pointé sur la ligne. Oui, mais voilà. Il est dans un grand club. Je dis grand club parce que voilà, ils ont de la monnaie, ils vont jouer la Ligue des Champions, etc. Et un club fortuné. Et lui, c'est notre futur. C'est notre futur et lui seul, hein. Pour ce soir. Et après, comment? Lui seul pour l'instant. Oui, lui seul. Mais c'est pas un joueur. On va pas gagner la Coupe du Monde avec un joueur. C'est pas encore Maradona. Hein. On n'est pas en 86. Non, je sais, mais bon. Après pour Pirlo, ce soir, je suis assez déçu de le voir sortir comme ça. C'était son dernier match. On a vu du bon Pirlo, on a vu du très mauvais. Je pense que physiquement, il était un peu emprunté en seconde mi-temps. J'ai pas vu, comment dire, j'ai pas vu un grand Pirlo ce soir, mais d'un autre côté, c'est un peu à l'image de notre Coupe du Monde. Le jeu un peu stérile, devant, ça propose rien du tout, mais que dalle. Sur les côtés, ça propose rien du tout. Et comme je le dis, je l'ai souvent dit, Pirlo a besoin de mouvement. Quand je vois Pirlo s'arrêter avec la balle, c'est qu'il n'y a pas de solution. Après, il a raté quelques ballons faciles, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas dans le coup, quoi. Gali, Pirlo a été au bout de ce qu'il pouvait faire. Je rappelle que c'était son 3e match, il enchaînait à 35 ans. On avait, nous ici, là encore, je vais donner la parole à Soupalio tout à l'heure à ce sujet, puisqu'on en a suffisamment parlé. On avait dit attention, Pirlo, 35 ans, il enchaîne les matchs, il n'est pas sorti une seule fois. Verratti, lui, il a eu un match de repos. Il a fait un match moyen contre l'Angleterre, ensuite il a pu se reposer, et là il revient, effectivement, il pète la forme. Alors et en plus, il est beaucoup plus jeune. Donc évidemment, Pirlo, à cet âge-là, dans de telles conditions, c'est plus compliqué. En première mi-temps, moi je l'ai trouvé bon, hein. En première mi-temps, il a fait son rôle de métronome, il a fait tourner, il a orchestré, c'est d'abord pour ça qu'il est là. Les deux actions, le coup franc déjà, c'est lui. L'action, la reprise d'Immobilier, c'est lui qui lance des chillots à la 29e. C'est encore lui, comme contre le Costa Rica, qui, on va dire, orientait intelligemment le jeu. En deuxième mi-temps, après, c'était beaucoup plus dur, mais c'est pas surprenant. Non, mais ce que je regrette, moi, c'est pour ça que je suis très déçu que ce joueur-là sorte comme ça, c'est que aujourd'hui, ce que je regarde sur les 3 matchs, ou plutôt sur les 2 derniers matchs, parce que contre l'Angleterre c'était encore différent, contre le Costa Rica, contre l'Uruguay, je trouve que, je sais pas, il y avait pas de solution pour lui, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Qu'il est capable de beaucoup mieux. Il est capable d'une passe de génie, mais Pirlo, il faut quand même qu'il y ait des appels, il faut une proposition. Bah, Immobilier porte bien son nom, hein. Comment? Immobilier porte bien son nom, hein. Voilà. Et on l'a vu contre le Costa Rica quand il donne le caviar à Balotelli, là. Voilà, c'est ça que j'attendais. Mais le problème, c'est que pour ça, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu de proposition à la hauteur de Pirlo. On n'a pas eu de mouvement devant. Et ça s'est résumé en première mi-temps, quand on avait ce jeu stérile. On avait la possession de balle, 65%, 65%, je crois bien. Mais à un moment donné, quand tu vois que Pirlo fait juste le métronome, juste il contrôle le milieu de terrain. Ce qui est déjà énorme, hein. Non mais Gali, ce qui est déjà énorme, il faut le souligner parce que c'est très précieux dans un collectif, hein. Oui, et quand tu vois qu'à un moment donné, il n'y a pas d'action, parce que toutes nos actions, très très souvent, dans 90% des cas, quand l'Italie sort un grand jeu, Pirlo est à la première passe. Pas à la dernière, je dis pas la dernière, mais il est toujours dans les mouvements, ça part toujours de lui. Et là, on a vu qu'il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien. Il y avait non mais c'est très juste. Rapidement sur Marquisio, il a été, je l'ai pas trouvé bon ce soir. c'est pas la première fois. Voilà, je l'ai pas trouvé bon. Non, je l'ai pas trouvé bon.
Et, Expulsion justifiée ou pas? Comment? Expulsion justifiée ou pas? Oui, pour moi oui. D'accord. Pour moi oui, parce que on voit clairement que c'est un carton rouge. Une semelle comme ça, c'est un carton rouge. Maintenant, c'est peut-être dur. Peut-être que l'arbitre peut sortir le jaune. Peut-être que l'arbitre peut avoir un peu de conscience, de dire c'est Italie-Uruguay. Mais l'arbitre, le rouge, s'il a vu Marquisio s'essuyer le crampon sur la semelle, là, il est dans le règlement. Hein. Il met Beckham 98 se fait sortir pour moins que ça. Hein. C'était pas la semelle. Hein. Voilà, non mais là l'arbitre, parce que là en même temps qu'on fait l'émission, je regarde un petit peu sur internet, tout le monde parle de vol, mais je vois pas quel vol il y a. Il met une semelle, point barre, carton rouge. L'arbitre, c'est peut-être un con d'avoir détruit le match, si on veut, mais l'arbitre il est dans son Marquisio droit. n'a pas à faire ce geste-là de toute façon. Première chose, il donne le bâton pour se faire battre. Après, l'expulsion est certes sévère, mais on en a vu des comme ça. C'est ça le problème. On connaît le football, il a l'expérience. Marquisio, c'est pas un petit jeune, donc il sait très bien. Il sait très bien. Au moment de l'action, je pense qu'il a pas le temps de réfléchir, mais il doit avoir le réflexe, en tout cas, de ne pas faire. Il doit se retenir, il doit se contenir, il doit avoir un surmoi, quelque chose qui lui dit non, fais pas ça, une conscience. Le problème, c'est que l'arbitre, c'est devant ses yeux, en fait. On le voit sur l'action. L'arbitre, il voit Marquisio faire ce geste-là. Parce que c'est sûr que l'Uruguay a fait des gestes aussi agressifs dans le match. Je sais plus, je crois que c'est contre Balotelli ou je ne sais plus. Ça méritait peut-être aussi un rouge. Mais là, l'arbitre le voit. Donc l'arbitre, il est dans son droit. Il applique le règlement. Parce que si demain l'Italie passe, que Marquisio il a qu'un jaune, peut-être que de l'autre côté, ça parle de vol aussi. Hein. Non, mais tout est possible. Là-dessus, de toute façon, on aura les tests de supporters et par définition, ce sera subjectif. Donc, on sait très bien que ça existe des expulsions pour ça. Donc, il faut pas faire ce geste-là. Point. C'est peut-être sévère. Peut-être que dans tous les matchs anglais, c'est pas sifflé. J'en sais rien. Mais quand tu mets la semelle, normalement, tu sais que tu prends le risque d'avoir la carte rouge. C'est comme ça. Soupalio sur le milieu de terrain. Je fais juste une parenthèse, un retour en arrière sur le présumé penalty de Bonucci. Certes, il y a faute, mais Cavani est quand même en position de hors-jeu. Donc, à nuancer. Sur le milieu de terrain italien, Pirlo a été un phare, éteint par moment, mais un phare quand même. Il a quand même fait une prestation assez solide avec une bonne orientation du jeu. Verratti, quel culot pour son âge. Je te pose la question, comment se fait-il qu'il n'ait pas été titulaire contre le Costa Rica? Comment mettre Thiago Motta? Comment préférer Thiago Motta? Je comprends, mais j'ai cru comprendre. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Qu'il était diminué physiquement, qu'il avait un souci, je ne sais pas de quel ordre. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais entendu avant le match. Après, est-ce que c'était diplomatique? Est-ce que c'est une excuse? J'en sais rien. Mais on m'annonçait un Verratti diminué. Bon, après, même, je suis en train de me dire qu'un Verratti diminué vaut un Thiago Motta. Ça, c'est sûr. Sur les autres composants du milieu de terrain, Marquisio n'a pas à faire ce geste-là. Après, sur ce match, on l'a très peu vu. Pourtant, il retrouvait son poste favori, à savoir être à l'intérieur du jeu. Mais il a été très effacé. Finalement, sa saison, certes, il a été frais physiquement, mais sa Coupe du Monde, à part son but contre l'Angleterre, est assez en dessous des standards habituels pour mais c'est un joueur moyen, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà les joueurs italiens, les quelques rares joueurs italiens qui subsistent dans nos clubs, ce sont des joueurs moyens, parce que soit ils n'ont pas été bien formés, soit tout simplement il n'y a pas de concurrence italienne, parce que quand on réduit les effectifs, quand on réduit les quantités, forcément c'est plus difficile de trouver de la qualité déjà pour les clubs, alors vous imaginez pour le sélectionneur. Donc Marquisio, prototype du joueur italien moderne, un couteau suisse, un joueur qui sait tout faire, mais tout faire moyennement, voilà. Il faudra m'expliquer dans quel secteur de jeu Marquisio excelle. J'ai du mal à le voir. C'est pas un grand récupérateur, c'est pas un grand technicien. C'est quelqu'un qui sait un peu défendre, qui sait parfois se projeter vers l'avant, qui marque un but de temps en temps. Mais c'est si je devais faire des attributs comme dans un jeu vidéo, je dirais tout à 60 ou 70%. Mais moi j'aimerais qu'il y ait un mec qui ait une chose à 100 ou à 90% au moins quoi. Après, c'était un joueur qui est pas titulaire qui a perdu sa place de titulaire à la Juventus. Oui, par Pogba en même temps. C'est pas un scandale ça, parce que Pogba est excellent, mais. Oui, ben voilà, non mais attends, c'est un joueur, nous on est l'Italie, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui est pas titulaire à la Juve et qui est titulaire indiscutable dans notre sélection. Non mais t'as raison. Non mais tu apportes de l'eau à mon moulin là. Voilà, donc après Pogba c'est un Français, l'équipe de France elle a Pogba, nous on l'a pas. Exactement, voilà. Soupalio. Je voudrais aussi rajouter, on a fait rentrer Parolo, donc il y a pas fait grand chose non plus, en bien ou en mal, mais si vous regardez, il y a 16 ans, à de Parme, c'était Dino Baggio, maintenant c'est Parolo. Ah oui, il y avait Dino Baggio, Di Biagio, Albertini, c'était autre chose, hein. On voit la déchéance de Parme, mais à travers la déchéance de Parme, on voit la déchéance de la Serie A, hein. Ouais. Bon, mais l'arbitrage, on peut pas se cacher derrière, il faut voir nos lacunes. Non, mais on le fera pas. Prandelli peut dire ce qu'il veut. C'est pas la politique de Casa Milan. Peut-être que notre sélectionneur, il est sur le coup de la colère ou de la déception, mais je trouve pas ça très classe
d'après ce que je lis là, de crier au scandale pour du vol. Tu t'es fait éliminer, point, t'as pas réussi à marquer un but, tu devais faire un match nul, tu sors. Et il faut pas parler de vol, hein. Et t'as pas marqué un but contre le Costa Rica, t'as pas marqué un but contre l'Uruguay. On demandait pas de gagner ce soir, hein. On demandait de faire match nul. Après, on peut parler de vol, hein. On peut aussi poser une question, je propose de manière publique. Si Prandelli est qu'il faudra parler de son avenir, est-ce qu'il y aura un code éthique pour Visio qui a fait un mauvais geste? Ah, bonne question. Mais on a parlé déjà du code éthique à géométrie variable. Bon messieurs, il est temps de passer à l'attaque. Donc l'attaque qui était composée cette fois-ci exceptionnellement de 2 pointes, Balotelli, Immobilier. Bon bah là je crois que ça va être très rapide, Gali. Non ouais, c'est rapide. Ça résume grosse erreur de Prandelli dans ce mondial, dans sa préparation. L'attaque, ça résume tout. D'accord, on a une défense pourrie. On le sait depuis 2 ans, on prend des buts à tous les matchs. Mais il a pas réussi une seule seconde Prandelli à nous faire espérer qu'on était capable de pouvoir planter des buts. Et malheureusement, quand tu as une défense pourrie comme ça, quand t'es pas capable de marquer contre le Costa Rica, quand t'es pas capable de marquer dans un match aussi important avec enjeu, c'est compliqué. Quand t'es pas capable de gagner tes matchs en préparation avec des attaquants qui plantent, c'est compliqué. Quand tu alignes une attaque comme ça, avec 2 joueurs Immobilier, Balotelli, qui doivent avoir un match d'expérience ensemble, que tu t'appelles Italique, c'est compliqué. Immobilier, tout le monde en fait une montagne de ce joueur-là. Je le trouve du niveau Serie A. On connaît pas son niveau en Coupe d'Europe. Pas un match de Coupe d'Europe dans les dents. Il marque quoi, 25 buts? Vous allez peut-être confirmer moi. Combien il marque? Mais 25 buts, je sais plus, 23 je crois. Mais face à des défenses qui ne sont plus les défenses de Serie A qu'on a connues. C'est-à-dire qu'il y a un nivellement par le bas de toute façon. C'est bien, marque 23 buts, mais c'est la Serie A comme tu dis. Mais 23 buts face à Mexès, Rami, Zapata, voilà, on a compris. Pas 3 buts il met en sélection contre un club du Fluminense, je crois, c'est ça. Fluminense. Voilà. Mais après, il prend Immobilier, il est titulaire ce soir sur le match le plus important de Prandelli. Il le connaît pas, Immobilier. Il le connaît pas, je suis désolé, il le connaît pas. Ça fait 2 ans qu'il est sélectionneur. Il le connaît pas, Immobilier. Et ce soir, il nous a lâché. Balotelli nous a lâché complet parce qu'il était hors de forme. Limite, Balotelli marque un but de la tête contre l'Angleterre. Mais c'est tout. Même contre le Costa Rica, il était hors de forme. Et ce soir, ce duo-là, il faut plus le remettre ensemble. Et je vais faire une petite parenthèse sur le joueur qui nous manquait. Alors, c'est facile de dire ça quand les joueurs sont pas là, mais le seul talent, c'est Giuseppe Rossi, les gars. On l'a dit. Voilà, c'est Giuseppe Rossi. Et là, je pense que Prandelli, si vraiment, je sais pas, Giuseppe Rossi apparemment n'était pas super ravi de pas participer au mondial parce qu'il estimait être prêt physiquement. Si vraiment il a exclu Giuseppe Rossi pour prendre Cassano et Cialci par exemple, là je pense que Prandelli va mal dormir ce soir, hein, parce que Giuseppe Rossi, c'est le talent, et un match comme ce soir il nous aurait vachement aidé, et ça aurait été Balotelli Giuseppe Rossi, c'est 100 fois plus complémentaire que Immobilier Balotelli qui n'a jamais été testé, et quand j'ai vu ça je savais déjà qu'on allait avoir des difficultés pour trouver des ouvertures, hein. Voilà. Bon, Soupalio, tu finis sur l'attaque. Balotelli, c'est dans la lignée de sa saison au Milan, hein. Il a eu quelques fulgurances, mais le but contre l'Angleterre ne compense pas tout, hein. Il a quasiment marché sur le terrain contre Costa Rica. Contre Costa Rica, il était sorti de son match. Là, sur le match d'aujourd'hui, Prandelli, il a sorti pour éviter le rouge, mais même sur le terrain, avec lui, on jouait à 10, hein. Il n'a pas fait grand-chose, à part garder peut-être 1 ou 2 fois la balle pour repartir par l'arrière, mais franchement, c'est un mondial en dessous de ses capacités, hein, largement. C'est une régression par rapport à l'Euro 2012. Après, Immobilier, première titularisation dans une grande compétition, un match comme ça, on voit bien qu'il a fini meilleur buteur de la Serie A, d'accord, mais là, face à une opposition très valable, il n'était plus là non plus. Ça nous remet encore sur le niveau de la Serie A. Après, en 2 ans, Prandelli n'a pas trouvé le partenaire idéal pour Balotelli, hein. Il a essayé Osvaldo, il a essayé Rossi, c'était plutôt bon contre le Nigeria, mais il a écarté. Donc, on n'a pas trouvé le partenaire idéal pour Balotelli. On a tout misé sur lui. Le plan B, on n'en a pas eu. Ouais. Totalement. Gali, c'est l'heure du mot de la fin. Ah le mot de la fin, déçu quand même, parce que c'est vrai qu'on est tous passionnés. On attend. Ce qui fait chier, c'est que t'attends ça tous les 4 ans. 4 ans, c'est long, quoi, un mondial, et c'est sûr que sortir au premier tour, t'es forcément déçu. Je suis très déçu. Franchement, j'aurais souhaité de tout mon cœur qu'on passe,
Mais malgré tout, je suis déçu. C'est un sentiment un peu étrange que j'ai ce soir parce que je m'y attendais en fait. Ça fait une semaine que je gonfle tout le monde chez moi. Mais tu nous l'as dit déjà dans l'émission, c'est enregistré. Oui, je le savais. J'en parlais à ma femme qui est très déçue ce soir, pourtant qui supporte pas l'Italie. Bref, et elle voit très bien que je suis déçu, mais je m'y attendais parce que pour moi il y avait des signes quand même assez importants de notre incapacité à passer ce premier tour. Et je le savais. Je veux pas faire le prétentieux ou quoi que ce soit, mais les 2 ans qu'on a passé, pour moi il y avait des signes qui trompent pas. Le choix trop des de buts joueurs, encaissés, beaucoup trop de buts encaissés. Trop de buts encaissés, pas assez de buts marqués aussi. Attention, parce qu'il y a des buts encaissés. Et d'un autre côté, on marquait pas beaucoup de buts. Le jeu collectif n'était pas présent. Pas de fond de jeu offensif. Donc avec des défenseurs en bois, si t'as pas un jeu offensif percutant, bah tu risques pas d'aller loin. Ouais. Et c'est logique, hein. Non, mais bien sûr, il faut être capable de placer des contres. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, je suis pour une défense italienne en béton armé, tout ce qu'il faut. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai pris conscience qu'on les avait pas ces joueurs, donc il fallait faire avec ce qu'on avait. Et malheureusement, la cartouche de Prandelli qui nous a sorti pendant la période 2010-2012, c'était justement de créer un jeu offensif percutant, ce qu'il est arrivé à faire plus ou moins. Parce qu'on a eu quand même, malgré tout, on est allé en finale de l'Euro, même si on s'est pris une botte en finale. Mais là, sur ce mandat-là, ce que je reproche énormément à Prandelli, c'est que avec les joueurs moyens qu'il avait à sa disposition, il nous a fait un peu du n'importe quoi. Il a changé de stratégie, de tactique, de joueurs, aucune certitude d'arriver au mondial. Limite, j'aurais préféré qu'il s'en tienne à un plan, une idée de jeu dès le départ. Et on y va, quoi. On y va, on fonce, quand même un petit peu dans l'idée l'idée de 2010-2012 me déplaisait, mais au final, ça lui a donné raison. Il y avait du jeu, il y avait de l'envie, il y avait des latéraux qui montent, un peu du foot spectacle que j'aime pas trop, mais au final, il y avait une idée de jeu. Tandis que là, il y avait rien. Il y a rien. Que dalle. Niet. 4-5-1, 4-3-3, 4-2-1, 4-6-1, on sait plus. On était perdus. Et je voulais dire un dernier mot. Maintenant, il faut rebâtir. Je pense qu'il faut rebâtir sans Prandelli, tout simplement parce que l'échec, quand tu as un échec comme ça, ben il faut partir, il faut reconstruire à zéro et créer une autre identité ou revenir à nos racines, ou je sais pas, faire quelque chose, mais changer quelque chose. Et ce soir, je pense qu'on sort et c'est largement mérité. L'Uruguay a mérité sa qualification plus que nous. Ils ont gagné leur match. Nous, il suffisait de faire un match nul, on l'a pas fait et on n'était pas bon. Et voilà, il faut féliciter l'Uruguay. Ouais, alors tu parles on parle de l'absence de projet de jeu, etc. Je suis totalement d'accord. Maintenant, moi, si je pose la question, les individualités uruguayennes, comme ça, si on prend les joueurs un à un, étaient-elles meilleures, à part en attaque, bien sûr, que les individualités italiennes? Certainement pas. La différence... mais la différence, c'est que ça fait... ils jouent tout le temps pareil, les Uruguayens. Oui, mais surtout, ils ont un sens du sacrifice. On a des aboyeurs, on a des mecs, comme avant, il y avait Didier Deschamps en équipe de France, il y avait Gattuso en équipe d'Italie. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un peu moins de joueurs brillants techniquement et qu'on puisse mettre à côté de notre génie, en l'occurrence Pirlo et plus tard Verratti, des mecs capables de mettre, pardon, je vais être un peu vulgaire, mais leurs couilles sur la table, comme on avait précédemment. Et c'est ces mecs-là qui te font gagner ces matchs au coup près. C'est l'investissement à la fois mental, psychologique, parce qu'il y a une dimension qui transcende un petit peu les caractéristiques footballistiques dans ce genre de rencontre, et surtout un physique exceptionnel, des joueurs qui sont capables d'aller au bout d'eux-mêmes. En Italie, quand même, c'est pas Aquilani qui fera ça, c'est pas Parolo qui fera ça, on le sait bien. Donc qui était pas sur le terrain d'ailleurs, Aquilani, mais je veux dire, la plupart des mecs qu'on aligne à côté de Pirlo, je suis désolé, ne peuvent pas produire ce genre de performance, ce genre de prestation, et forcément on paye les pots cassés à l'arrivée. Superio. Alors, pour moi, c'est une journée qui résume tous les maux du football italien, avec notamment la mort du supporter napolitain poignardé le jour de la finale de la Coupe d'Italie. C'est vrai, il faut le dire. Faut le dire parce Esposito. Ciro Esposito, exact, et surtout l'humain est quand même plus important que ce sport. Hein. Mais après, tous les maux du football italien sont présents aujourd'hui. La violence dans les stades, le niveau de la Serie A qui a chuté, la formation qui est désastreuse. Rappelons aussi que notre équipe Espoir a perdu 2 matchs et qu'elle n'est pas en ballottage favorable pour se qualifier pour le prochain championnat d'Europe Espoir et pour les JO de Rio. Donc on est dans une conjoncture assez délicate. Maintenant, au travail, remettez-vous en question et surtout,
réaliser les mesures qui sont à faire. Ouais, alors moi je vais finir. Alors évidemment, ce sera pas une note positive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais c'est difficile après ce genre de prestation. J'espère juste que la presse, que la fédération, que toutes les instances du football italien, que toute l'Italie fera son boulot, c'est-à-dire critiquera les coupables, les vrais coupables que j'ai mis en évidence tout à l'heure, parce que moi la solution je l'ai pas à l'heure actuelle, je vois pas comment, les quotas sont interdits de toute façon, donc quand on parle de 6+5 ou de 8+3 comme ça se produisait avant l'arrêt Bosman en 96, à l'heure actuelle, tant que l'Italie est dans l'Union Européenne, ce n'est pas possible. Le droit du travail, la libre circulation des travailleurs est parole d'évangile en Europe, hein, c'est gravé dans le marbre, donc de toute façon, et je suis pas en train de remettre en question, de critiquer ça, hein, loin de moi cette idée, je parle simplement de football, et je dis qu'on ne peut pas mettre de quotas, c'est interdit. Bon, mais si on ne prend pas le taureau par les cornes, s'il se passe rien, si on continue ainsi, nous deviendrons comme l'Angleterre. C'est-à-dire que ce qu'on pourra viser au mieux, c'est la qualification pour la phase finale, mais même passer le premier tour, ce sera compliqué, et encore, on ne se qualifiera pas à chaque fois. Je rappelle que l'Angleterre n'était pas qualifiée pour l'Euro 2008, mais si on regarde bien ce qui s'est passé en Angleterre dans leur championnat, les meilleures équipes alignent-elles des Anglais? Non. Alors je sais que c'est un peu en train de changer du côté de Liverpool, peut-être qu'ils sont en train de faire évoluer un petit peu les choses, mais pendant 15 ans, depuis l'arrêt Bosman, on a vu très peu d'Anglais en réalité, à part quand Manchester a gagné la Ligue des Champions en 2008, on a vu très peu d'Anglais dans les 11 de départ. Donc c'est pas étonnant que l'Angleterre ait du mal à se qualifier, ne serait-ce que pour une demi-finale. L'Italie est en train de prendre ce chemin-là, elle l'a déjà pris, pour que ça change, il faudra prendre le taureau par les cornes, mais je ne vois vraiment à l'heure actuelle pas de signe d'évolution. Quand je vois le marché des transferts, malheureusement, a priori, c'est pas le chemin qu'ils ont tendance à prendre. On verra si quelque chose évolue, on verra si un signal d'alarme est lancé. En tout cas, on a fait, je pense, une belle émission en citant à peu près tout ce qu'il fallait citer. Messieurs, je vous remercie pour votre participation. Nous nous retrouverons à la rentrée pour parler du Milan. Dans 2 ans, à l'Euro 2016, si l'Italie est qualifiée, on va continuer à regarder cette magnifique Coupe du Monde parce que c'est quand même un football exceptionnel. Moi, le simple fait de voir ces hymnes-là chantés par les Sud-Américains, vous savez, quand ils arrêtent la musique avant la fin du match, avant la fin de l'hymne, et qui chantent a cappella avec le public, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les mecs ils vont au combat, comme disait Nico l'autre jour. Il y a une vraie ferveur, il y a une vraie fierté d'être uruguayen, mexicain, brésilien, argentin, même s'il n'y a pas de parole dans l'hymne argentin, et c'est vrai que là encore, il y a une dimension qui dépasse le cadre du football et qui donne envie de regarder ces matchs vraiment. Donc on va apprécier le spectacle et on déplorera simplement que des gens comme Pirlo notamment, là c'est sûr, mais peut-être aussi Buffon, finissent leur carrière internationale là-dessus. Messieurs, merci à vous. Rendez-vous au mois d'août pour parler du Milan. Salut! Salut!